Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette première édition de Reprendre la mer avec Interentreprises. Pour ceux qui ne me connaissent, je suis Francette Florimond, directrice des éditions Interentreprises. Nous éditons depuis 25 ans un magazine économique diffusé en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Avec notre mensuel et notre site internet interentreprises.com, nous voulons fluidifier le business et créer une communauté d'affaires entre ces 5 territoires, voire plus loin. Après les annonces légales, nouvelle pierre à l'édifice, ce magazine mensuel sur Fusion TV. Reprendre la mer avec Interentreprises. Pourquoi l'arrivée d'Interentreprises à la télévision sur une telle thématique? Parce que nous nous sommes rendus compte que la France, seconde puissance maritime mondiale grâce aux Outre-mer, a présenté le 14 septembre 2021 sa stratégie maritime qui passe forcément par les Outre-mer, mais que ces territoires étaient furieusement absents lors de cette présentation. À Interentreprises, nous voulons y remédier. Notre objectif, que chaque Guadeloupéen, chaque Martiniquais, chaque Guyanais, chaque Saint-Martinois, chaque Saint-Barth soit informé de cette vision stratégique qui passe par chez eux et qu'ils puissent y prendre part. À ceux qui lui tournent le dos, nous allons vous faire aimer la mer. 3 temps forts dans Reprendre la mer avec Interentreprises. Le premier, de l'actu. Elle foisonne. Premier sommet des océans à Brest, stratégie énergétique de la France qui fait la part belle à l'éolien offshore et plein d'autres choses. On en parle tout à l'heure. Le second temps fort, un invité. Pour ouvrir le banc, Nicolas Lebianic. Il est directeur de la mer en Martinique. Il nous expliquera les grands axes de la stratégie maritime française à 2030 et surtout, comment elle se déclinera dans le bassin Antilles françaises. Enfin, la troisième partie, ma préférée. Chaque mois, nous ferons connaissance d'un jeune, garçon ou fille, qui a choisi de faire carrière dans le maritime. Il ou elle pourra exercer dans la marine marchande, dans la construction navale, dans la plaisance, dans les phares et balises, dans l'action de l'État en mer, etc. Nous voulons montrer la diversité des métiers. À ceux qui lui tournent le dos, nous voulons vous faire aimer la mer. Tout d'abord, l'actu. Le 11 février dernier s'est tenu à Brest le premier sommet de l'océan. Selon le communiqué de la présidence de la République, plus de 100 pays de tous les bassins maritimes du monde se seraient mis d'accord pour protéger les océans. Le président candidat Emmanuel Macron y a même annoncé que 33% des espaces terrestres et maritimes de France sont désormais protégés. Ce pourcentage a été atteint grâce à un décret sorti la veille de ce sommet. Il étend la réserve naturelle des terres australes françaises située dans l'océan Indien, donc très loin du continent européen, et donc outre-mer. Cette réserve couvre désormais 1,6 million de kilomètres carrés, dont 7000 km² sur terre, avec des obligations plus ou moins fortes pour la gestion de la ressource. On ne peut que saluer une telle initiative de protection des littoraux et des fonds marins. Cependant, cette décision louable est porteuse de 2 écueils. Le premier, les associations des maires, des régions, les départements, les communes du littoral concernés et qui siègent au Conseil national d'évaluation des normes et au Conseil national de la mer et des littoraux n'ont eu que 48 heures pour émettre un avis quasi sans concertation. Ces 2 instances ont d'ailleurs émis des avis défavorables à cette extension. Le second écueil est qu'il est aisé d'annoncer des décisions qui ne concernent pas directement la France continentale, mais l'outre-mer, et ce, sans que les populations de ces territoires n'en aient été informées. Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, qui a des antennes aux Antilles et en Guyane, attend d'ailleurs des précisions sur la définition des zones de protection fortes créées par ce texte qui limite, voire exclut, toute activité humaine. Les producteurs d'énergie veulent eux aussi avoir quelques précisions car cette extension concerne également leur activité. Une annonce dont les conséquences sont donc à suivre de près, car ce qui sera instauré dans les terres australes françaises, dans l'océan Indien, sera étendu à tout le territoire national, outre-mer compris. Autre annonce également à suivre de près, durant ce sommet, les 41 États présents ont pris 4 engagements. Le premier, protéger la biodiversité et les ressources des océans. Il s'agit de parvenir à un accord opérationnel pour la protection de la haute mer, notamment face à la pêche illégale.
Le sujet de la surpêche a été évité. Le second engagement vise, je cite, « à unir nos forces à celles de l'océan face au changement climatique ». Fin de citation. En clair, il s'agit de diminuer la nuisance du transport maritime et du commerce mondial. Pour ce faire, 22 armateurs représentant 55% du transport mondial par container, dont le français CMA-CGM, se sont engagés à diminuer leurs nuisances dans 8 domaines, à savoir le bruit sous-marin, les émissions atmosphériques polluantes, les émissions de gaz à effet de serre, les espèces aquatiques envahissantes, la gestion des matières résiduelles, les rejets huileux et le recyclage des navires. De leur côté, 18 grands ports maritimes européens et du monde se sont engagés à accélérer la fourniture d'électricité aux navires en escale. Aucun de nos grands ports maritimes de la Caraïbe française ne s'y sont engagés à cette occasion. Ils vont se rattraper. Par ailleurs, la France a lancé avec la Colombie une coalition internationale pour le carbone bleu. L'objectif est de contribuer au financement de la restauration des écosystèmes côtiers autour de méthodologies communes. La Colombie est un pays d'Amérique latine avec lequel nous partageons la mer des Caraïbes. C'est donc un excellent sujet de coopération. Troisième engagement des 41 États lors de ce premier sommet. En finir avec la pollution plastique des océans. Nous détaillerons les actions envisagées lors de notre prochain Reprendre la mer avec Interentreprises. Enfin, dernier engagement, installer l'océan au cœur de l'agenda politique international. Le prochain rendez-vous sera en juin, à Lisbonne, au Portugal, la conférence des Nations Unies sur l'océan. Il y en aura plein d'autres. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure. Notre dernière actualité concerne encore une annonce du président de la République candidat. Cette fois faite le 10 février dans le cadre de la présentation de la politique énergétique de la France à 2050. Le président a annoncé vouloir doubler les puissances des énergies renouvelables d'ici à 2050. Pour ce faire, il table sur la simplification réglementaire pour accélérer la sortie des projets à partir du moment où ils sont acceptés localement. Il table aussi sur le développement de l'éolien sur terre et en mer. Pour l'éolien terrestre, les implantations avancent peu à cause des réticences des populations, notamment face aux impacts sur les paysages et sur le patrimoine, sur la biodiversité ou encore sur les radars, etc. Les services de l'État qui avaient un peu négligé ces sujets devraient les reprendre en main. En ce qui concerne l'éolien en mer, le président vise une capacité installée de 40 gigawatts d'ici à 2050, ce qui correspond à une cinquantaine de parcs en activité en 30 ans. Les zones concernées doivent faire l'objet de planification avec les élus et les acteurs du secteur. L'outre-mer, et singulièrement les Antilles françaises, sont concernés par l'éolien en mer. La FTPE, la Fédération des très petites entreprises de Guadeloupe, porte depuis 2016 le projet d'un parc éolien offshore dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe. Ce projet a été primé en 2021 par l'Institut français de la mer, un organisme de référence dans le monde maritime. Lors d'une prochaine édition de Reprendre la mer avec Interentreprises, nous inviterons Alan Nagam, président de la FTPE Guadeloupe, pour qu'il nous explique sa vision. Et maintenant, notre invité. Pour cette première édition, nous avons comme premier invité Nicolas Lebianic. Bonjour Monsieur Lebianic. Bonjour Madame Florimond. Comment allez-vous? Très bien, merci. Donc tout d'abord, avant de parler de notre sujet du jour, à savoir la stratégie maritime de la France à 2030, quelle est la fonction d'un directeur de la mer? On veut mieux vous connaître. Un directeur de la mer a vocation à s'occuper de tous les sujets maritimes pour le compte du préfet, puisque le préfet effectivement est notre référent, notre supérieur dans l'organisation des services déconcentrés. Donc on travaille pour lui sur tous les sujets maritimes dans toute leur variété. Donc ça va de la pêche à l'accompagnement des filières, des autres filières économiques, aux enjeux portuaires, aux enjeux aujourd'hui de la sécurité sanitaire. On a des petits sujets, par exemple, liés à la pandémie, de contrôle par exemple des navires de plaisance. On a fixé un certain nombre de normes et donc notre unité de police avec les autres unités de police travaille sur ces thématiques. Voilà, donc
Et on est aussi bien sûr les interlocuteurs de premier niveau de tous les marins professionnels. Donc la maison des marins, en quelque sorte, c'est la direction de la mer, hein, pour tout ce qui a trait à leur carrière, aux exigences professionnelles, à la sécurité de leur navire. Et donc j'en oublie certainement, mais effectivement c'est une administration, on va dire, de synthèse pour le domaine maritime. Et est-ce qu'il existe un directeur de la mer en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Barth? Comment se répartit dans la zone Antilles française cette fonction? Alors on a effectivement 3 directions de la mer, une en Guadeloupe, une en Martinique et en Guyane également, même si en Guyane le statut est un petit peu particulier, hein, puisqu'elle est rattachée en fait à une direction générale des transports, des infrastructures et de la mer. Donc c'est une des unités de cette grande direction. La répartition entre la Guadeloupe et la Martinique est un peu particulière également, puisque la Martinique a dans son escarcelle tout le volet sécurité maritime, donc notamment le CROSS Antilles-Guyane qui gère le sauvetage maritime à l'échelle de la zone, et le centre de sécurité des navires qui assure en fait le contrôle de tous les navires français professionnels et de tous les navires étrangers qui font escale dans nos ports. Et donc le siège du centre de sécurité des navires est en Martinique, avec des antennes comme en Guadeloupe, mais également à Saint-Martin pour assurer le contrôle au plus près du terrain. Et comment ça se passe justement pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy? Parce que vous avez cité en direction de la mer Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais et ces 2 territoires? Alors ces territoires, on a en fait un bureau en quelque sorte, hein, qui dépend de la direction de la mer de la Guadeloupe à Saint-Martin, hein, sur effectivement des tâches de proximité au bénéfice de Saint-Martin. Mais l'organisation institutionnelle de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy est quand même très particulière. Hein, ce ne sont pas des départements de plein exercice comme la Guadeloupe et la Martinique, mais on a quand même effectivement une petite équipe à Saint-Martin. Encore une petite question d'organisation. Donc, il y a maintenant un ministère de la mer. Donc, de quelle administration centrale dépend un directeur de la mer? Et aujourd'hui, plus largement, comment est organisée toutes les actions qui concernent le maritime en France? Comme je disais, le lien premier, c'est quand même le lien avec le préfet. Hein, dans l'action sur les territoires, l'action des services déconcentrés, notre premier interlocuteur est le préfet. Ensuite, il y a une organisation au niveau central, effectivement, qui évolue avec la création donc, du ministère de la mer, hein, qui remonte à un peu plus de bientôt 2 ans. Et donc, on a effectivement une direction référente, mais cette direction n'impulse pas, on va dire, l'action au niveau local. Elle définit des grandes politiques publiques. Hein, et donc, avec la mise en place du ministère de la mer, a été créée une direction générale, donc, qui s'appelle la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, qui regroupe en fait les grandes thématiques, hein, qui sont les nôtres, c'est-à-dire, comme je le disais, à la fois la partie gestion administrative des marins et des navires, tous les enjeux liés à la sécurité maritime, et également à l'aménagement du littoral et les enjeux de suivi des filières de la pêche maritime et de l'aquaculture. Donc une grande direction générale qui impulse des politiques et s'assure que les moyens pour mettre en œuvre ces politiques sur le territoire sont bien réunis, avec bien sûr une montée en puissance qui est liée à ce ministère de la mer, donc avec des opportunités notamment de financement par exemple qui se dégagent, qui sont un peu nouvelles. D'accord, donc actualité chaude, premier sommet de l'océan qui s'est tenu il y a quelques semaines. Donc qu'en pensez-vous et quelle peut être la lecture des engagements qui ont été pris dans cette instance internationale dans notre région? Alors, ce sommet effectivement était une première en quelque sorte, hein, et donc on voit ça toujours d'un bon œil. Je crois que dans une stratégie maritime, il y a différents niveaux. Il y a le niveau international, et donc là on était bien dans cet exercice. Et ensuite, il y a le niveau national, et entre les deux probablement un niveau européen, et le niveau local. Donc effectivement, l'idée c'est bien de décliner une démarche globale. Alors c'est vrai que la partie internationale est nécessaire parce que les océans ont la particularité quelque part de n'appartenir à personne. Donc c'est un bien commun sur lequel on développe un certain nombre d'activités humaines et économiques, mais c'est aussi un bien commun et un enjeu fort, hein, sur l'environnement. Donc on voit dans les engagements de ce sommet des océans une forte dimension internationale,
qui est nécessaire, parce que qui contrôle un espace partagé, c'est pas des questions simples à résoudre, et donc effectivement ça a permis quand même de s'engager sur un certain nombre de choses. Moi j'ai notamment retenu l'idée d'un traité sur les océans, un traité qui je dirais quasiment 40 ans après le grand traité qui est la Convention de Montego Bay de 1982, remettrait sans doute un certain nombre au goût du jour un certain nombre de sujets. Et donc voilà, je crois qu'on était vraiment dans cette idée, comment est-ce que entre les États on partage cette responsabilité des océans. Ça c'est vraiment important avec tous les enjeux que l'on connaît de pollution, de pêche illicite en haute mer, de trafic également. Et donc c'est vraiment l'idée qu'on s'approprie un certain nombre d'orientations partagées entre les États. Ça c'est un point important. En tout cas on y reviendra parce que déjà ce sommet en lui-même nécessiterait une émission de Reprendre la mer avec Interentreprises. On arrive à notre actualité du jour, enfin la raison pour laquelle j'ai souhaité que vous rencontriez aujourd'hui, c'est la stratégie maritime de la France en 2030, donc le 14 septembre 2021. Le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté ce qu'il souhaite, en tout cas sa vision. Qu'est-ce qu'il en est? Quels sont les grands axes que vous retenez de cette présentation qui se veut volontariste et de conquête? Alors, je crois que c'est effectivement une continuité. Cet engagement, ça nous donne une échelle de temps relativement courte quand même, parce que 2030 c'est finalement assez proche. Ça permet de se donner des objectifs peut-être assez précis. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que la stratégie nationale de la mer et du littoral, elle a émergé, c'est le cas de le dire, il y a un peu moins de 15 ans en fait, au travers du Grenelle de la mer. Donc il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le Grenelle de la mer en 2017. Donc le Grenelle de la mer c'était en 2009. En 2017, il y a eu l'élaboration de la stratégie nationale mer et littoral, et donc qui s'est concrétisée notamment au travers d'un décret de février 2017. Et le point de rendez-vous que nous donne le président de la République, c'est bien la continuité de cette stratégie nationale mer et littoral, qui elle-même s'alimente d'un certain nombre d'orientations européennes. Il y a une directive importante qui est la directive cadre sur la stratégie pour le milieu marin, qui fixe notamment un objectif de bonne qualité écologique des eaux. Et cette directive cadre, en fait, a largement orienté la politique nationale. Donc les grandes lignes de cette politique nationale, on la connaît, c'est protéger nos espaces de juridiction, puisque je disais que la mer était un bien commun, mais on a quand même une responsabilité particulière en France, puisque on a ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, qui recouvrent à peu près 11 millions de kilomètres carrés. Donc on est le deuxième État en termes de surface maritime, avec des prérogatives particulières, des règles prioritaires d'accès à un certain nombre de ressources. Et donc c'est bien l'idée de développer cette stratégie, de développer ce potentiel, là toujours, dans le bon équilibre entre l'économie et l'environnement, trouver le bon cheminement. J'entends bien ce que vous dites, mais à l'écoute du président en septembre, il y avait véritablement une stratégie de conquête. C'est-à-dire que la France a été dans les années 60, 4e puissance maritime. Puis là, aujourd'hui, elle est 26e. Et il disait que c'était juste pas supportable. Donc, en tout cas, il semblait donner des directions assez volontaristes pour retrouver son rang, quoi. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'effectivement, on a peut-être du mal à parfois percevoir ce que l'on fait également dans le maritime. En réalité, je crois qu'on fait beaucoup, à la fois dans les aspects de contrôle, de surveillance de ces espaces, mais aussi en termes de développement économique. On utilise notre potentiel au mieux. On sait aussi qu'on a plein de potentiels non utilisés. Je pense que là, par exemple, je pense en matière d'énergie marine renouvelable. On sait que là, il y a clairement un potentiel et puis un pas à franchir. On a tout un débat aujourd'hui, alors qui est peut-être pas aussi prégnant sur nos territoires ultramarins, mais sur les façades hexagonales de développement, par exemple, de l'éolien offshore. On sait que l'éolien offshore, c'est quand même un élément incontournable d'une politique énergétique, en fait, soutenable. Et c'est vrai que là, on n'a pas, objectivement, franchi le pas. Et donc, c'est, je pense, l'idée d'aller vers ces sujets peut-être un peu nouveaux, dans une démarche, effectivement,
de développement durable, soutenable. Donc la création du ministère de la Mer qu'on évoquait tout à l'heure a aussi cette vocation de mieux incarner la volonté politique autour de la mer. Et ensuite, tout est une affaire, on va dire, de mise en œuvre et de déclinaison au plus près du terrain. Et bien on arrive à la mise en œuvre, parce que ça, c'est les grandes stratégies, mais quelle est la lecture? En fait, comment ça va se mettre en place dans Outre-mer et singulièrement dans le bassin antillais? Je crois que les choses se mettent en fait en place peut-être sans qu'on les voit. Moi, c'est mon impression en tout cas, puisque... qui porte le projet de manière très concrètement? Qui est censé développer cette stratégie maritime déclarée en septembre dernier dans le bassin antillais? Cette stratégie maritime, elle a plusieurs aspects. Elle a plusieurs aspects et les déclinaisons se font au cas par cas. Avec les moyens dont on dispose. Je prends un exemple, on a le plan de relance du gouvernement qui finalement est aussi la continuité des engagements du président de la République. Le plan de relance, il a une déclinaison très concrète ici en Martinique, puisque sur donc, le volet maritime du plan de relance, on avait 3 axes principaux. Le premier axe, c'était l'axe portuaire. Le deuxième axe, c'était un axe de préservation de la biodiversité et du milieu marin. Et le troisième axe, c'était l'axe de la pêche, avec l'idée de trouver dans ces différents axes un équilibre entre l'économie et l'environnement. Je reprends l'exemple portuaire. On a financé au travers du plan de relance avec la collectivité territoriale pour quasiment 20 millions d'euros pour ce qu'on appelle le verdissement du port. Donc le financement sur notamment le site de la Pointe des Grives, d'énergie nouvelle, notamment mise en place de panneaux photovoltaïques, mise en place d'électricité à quai de manière à ce que les navires, quand ils viennent, entre guillemets, coupent leur alimentation carbonée pour passer sur une alimentation électrique. Donc là, c'est 20 millions d'euros qui sont sur la table. Sur la question de la pêche, on a souhaité soutenir la collectivité territoriale pour porter un projet de prototype de nouveau navire de pêche. Un navire plus écologique, puisqu'aujourd'hui on a un modèle de pêche qui est quand même assez consommateur en carburant. Les marins partent sur le lieu de pêche avec un navire motorisé, reviennent quasiment dans la journée, donc avec des allers-retours qui sont très coûteux en fait, à la fois en sur le plan financier, mais également en consommation énergétique. Et donc ce prototype de navire, le but c'est que le navire puisse rester 3-4 jours en mer avec un système d'autonomie et être moins consommateur pour être plus efficace sur le lieu de pêche. Et troisième axe, c'est effectivement la préservation du milieu marin. Avec le parc marin et l'Office français de la biodiversité, on finance au travers du plan de relance une démarche d'enlèvement d'épaves, puisqu'on a beaucoup d'épaves en fait sur le littoral. Et donc là, l'État a mis une première dotation de 400 000 euros pour enlever des épaves et l'Office français de la biodiversité va en faire à peu près de même. Donc tout ça ne se voit peut-être pas, mais c'est quand même une manière d'incarner et de réaliser en quelque sorte une stratégie maritime. Ce sont les actions du plan de relance. Donc on sait bien que le France Relance, c'est 2 ans, donc un boost sur une activité. Mais il me semble qu'il y a un document stratégique de bassin qui a été signé en juin dernier et qui pose un peu ce que devrait être cette stratégie maritime à 2030 ou voire un peu plus loin. Donc ce document est porté par qui? Qui est-ce qui est autour de la table? Qui l'a signé? Enfin, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi? Alors, ce document, effectivement, il a été validé en avril de l'année dernière, au terme d'un processus de concertation qui a été quand même assez long, puisque les premières réunions qui ont permis l'aboutissement sur ce document ont été lancées en 2016. Pourquoi ça a pris tant de temps? Parce qu'on met en place une nouvelle gouvernance aussi du milieu marin. Ce document... Donc c'était des gens qui se parlaient peu et que vous êtes arrivés à mettre autour de la table. Oui, je pense qu'il y a une partie de ça, bon, sachant que l'échelle en fait de ce document, ça n'est pas que la Martinique, c'est la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc chacun souvent voit midi à sa porte et ne va pas voir les choses à l'échelle du bassin. Or, on sait qu'on a des sujets qui sont tout à fait communs. C'était l'occasion de justement créer ce bassin.
Donc, le faire émerger. C'est une manière en tout cas de l'incarner. Là, c'est une manière de l'incarner puisque les gens se sont mis autour de la table. On a donc sous la houlette des deux préfets de la Guadeloupe et de la Martinique, qui sont les préfets coordonnateurs pour l'élaboration de ce document. Mais on a 80 membres dans ce conseil maritime qui a créé ce document stratégique de bassin. Donc bien sûr les collectivités locales, avec l'idée de partager la gouvernance de la mer avec les collectivités locales, alors que souvent la mer a été vue comme étant la chasse gardée ou l'apanage de l'État seulement. Et donc les collectivités locales, les associations de protection de l'environnement et du milieu marin, les organisations syndicales de salariés, enfin on a eu quand même une combinaison et puis une association assez large pour aboutir. Et donc c'est vrai que ça nécessite des points d'équilibre dans la discussion et tout ça prend du temps. En juin, vous avez pu signer le document 2021. Oui. Est-ce que ça prend? Est-ce que vous sentez que depuis, l'émulation qui a permis d'arriver à ce document commun perdure et qu'il commence à être habité? Donc quels sont... Alors c'est très objectivement une partie importante de la question, parce que la dynamique, on l'a eu vraiment dans l'élaboration du document stratégique de bassin, donc avec des attentes qui ont été exprimées. Par contre, effectivement, ensuite, on passe dans la phase de mise en œuvre. Donc l'objectif, c'est bien un document stratégique. Alors qui est intéressant parce que il a une valeur prescriptive, c'est-à-dire lorsque je prends par exemple l'exemple du parc marin. Lorsque le parc marin de la Martinique va faire son plan de gestion, ce plan de gestion doit être conforme aux orientations du document stratégique de bassin. Donc il oriente quand même l'avenir dans une approche stratégique. Sauf que effectivement les acteurs souvent attendent autre chose de ces documents stratégiques. Et souvent quand il y a un document stratégique, il y a des maquettes financières notamment qui sont associées. Donc elles ne sont pas encore arrivées, les maquettes financières. Elles ne sont pas arrivées, je ne dirais pas tout à fait ça. Je dirais plutôt que on essaye, parce qu'il n'y a pas de maquette financière en fait liée à ce document. En revanche, c'est normal. Oui, c'est normal. Enfin, disons que c'était pas prévu dans l'élaboration. Il n'était pas prévu qu'il y ait de maquette financière. En revanche, c'est vrai que lorsqu'on est à la charnière et au stade d'élaboration des grands documents de programmation des fonds européens notamment, je pense au FEDER, je pense au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et l'aquaculture. Donc il y a un fonds européen dédié en fait pour la pêche et l'aquaculture et les affaires maritimes. Et donc c'est l'idée aussi que ce document s'appuie sur des mécanismes de financement déjà existants. Le plan de relance, je l'ai pris comme exemple. Donc c'est, on va dire, des opportunités pour faire valoir un certain nombre de projets. Alors maintenant, donc ce document est signé. Et quelles sont les étapes suivantes? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, les étapes suivantes, en fait, lorsqu'on s'est vu et donc lorsque le document a été validé, on a décidé de travailler sur l'année donc en cours sur 5 thématiques qui nous paraissaient importantes pour le bassin. La première thématique, c'était la thématique de la reprise des activités, notamment de l'économie bleue, dans le contexte de la pandémie. Donc avec des sujets que l'on connaît, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal d'activités à l'arrêt. Je pense notamment à l'activité de la plaisance professionnelle ici, qui travaille beaucoup à l'international, les excursions vers les Grenadines avec les problématiques évidemment de vaccination, d'exigence pour l'entrée dans les eaux des voisins, etc. Tout ça est quand même un sujet assez complexe. Et un gros sujet également qui est le sujet de la reprise de la croisière, par exemple. Donc c'était l'idée de dire comment est-ce que on relance, on va dire, ces activités. Et donc c'est vrai que premier sujet. Ça c'est un premier sujet. Un deuxième sujet qui est un sujet là aussi d'actualité, c'est le sujet des sargasses, puisqu'on sait que la lutte contre le phénomène de prolifération des sargasses intéresse tout autant la Guadeloupe que la Martinique. Donc est-ce que on a une échelle régionale pour travailler sur un certain nombre de sujets, pour être également dans le retour d'expérience, profiter de, on va dire peut-être d'un certain nombre de techniques ou de solutions qu'ont pu trouver nos voisins. Donc l'idée c'est bien de travailler également sur ce sujet. Troisième sujet, on avait un sujet sur la crise notamment de la pêche. Puisqu'on sait qu'on a un secteur de la pêche qui est quand même clairement en déclin, qui a des problèmes économiques, qui est impacté par le phénomène de la chlordécone. Et donc autour de ce sujet, comment est-ce qu'on travaille, ce sujet étant là aussi
de même nature entre la Guadeloupe et la Martinique. Il n'y a pas de différence. Hein, et donc, quelle solution on essaye de porter. Un avant-dernier sujet, qui était le sujet de la biodiversité marine. Là, c'est un sujet au long cours sur lequel on a également des enjeux partagés pour essayer d'agir au mieux en la matière. Et le dernier, qui est un sujet là aussi un peu permanent, qui est le sujet de la coopération régionale. Donc, comment est-ce qu'on fait valoir auprès de nos partenaires de la région Caraïbes un certain nombre d'outils dont on dispose dans le secteur maritime, au travers de grands sujets comme la lutte contre les trafics, l'organisation du sauvetage en mer, et j'en oublie la lutte contre les pollutions et contre les crises maritimes, puisque on n'est pas à l'abri en fait non plus d'un certain nombre de crises. Vous avez vu que à la faveur du dernier cyclone, la Réunion a eu un navire qui s'est échoué sur ses côtes. Donc tout ça paraît finalement aller de soi, mais en réalité, si on n'en a pas, c'est qu'on met aussi en place un certain nombre de mesures préventives, d'outils de surveillance, de contrôle, de réglementation. Et donc tout ça, c'est un travail qui ne se voit pas toujours. C'est vrai que la prévention des risques est un sujet complexe, mais sur lequel il y a effectivement quand même pas mal de choses qui existent et une nécessité aussi de coopérer activement avec nos voisins. Et merci en tout cas, Monsieur Lobiannik. Je rappelle, directeur de la mer de la Martinique, nous serons appelés à nous revoir de toute façon parce que les sujets ne manquent pas. À très bientôt. Merci encore. Merci, madame. Et pour finir, comme je vous l'annonçais, chaque mois, nous ferons connaissance d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui a choisi de faire carrière dans la marine. Nous commençons avec la Marine nationale et l'action de l'État en mer. Je tiens ici à remercier chaleureusement le capitaine de vaisseau Éric Eliès, commandant de la base navale de Fort-de-France, en Martinique, qui nous a permis de rencontrer 4 jeunes formidables. Nous ouvrons la saison avec Christopher, matelot première classe, manœuvrier à la base navale de Fort-de-France. Bonjour, je m'appelle Christopher et j'ai 22 ans. Je suis originaire de Martinique, à Fort-de-France. J'ai un bac pro système électronique numérique, c'est tout ce qui touche à l'informatique. Je suis actuellement matelot manœuvrier, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est appareillage et accostage des bateaux, mais on fait également de la lutte anti-pollution sur les différents plans d'eau. La lutte anti-pollution consiste en fait à traiter toutes les pollutions qu'il pourrait y avoir sur les différents plans d'eau de type essence ou gasoil. Donc on a différents systèmes de barrages qu'on peut mettre en place ou des équipements pour traiter les pollutions au sein de l'eau. Ma fonction, ce qui me plaît, c'est la diversité. On peut être amené à faire tout type de mouvement, du transport de personnel, de marchandises, on peut être appelé pour un appareillage ou un accostage de bateau. Pour arriver loin, atteindre ses objectifs, pour avancer, la relation avec le persévérant, travail dur, tout se passe pour le bien. Je viens tout juste d'arriver, j'ai pas encore une connaissance, mais je suis actuellement formé pour ça. J'ai l'envie d'apprendre, c'est génial. J'ai toujours été intéressé par le cœur de l'armée. J'ai suivi beaucoup de documentaires, de reportages qui parlaient de l'armée en général. Et comme ils font beaucoup de visites de présentation dans les lycées, les différents établissements, donc je m'y suis intéressé et j'ai posé ma candidature l'année dernière, en novembre 2021. J'ai fait une formation initiale d'équipage. En fait, ce sont des formations qui sont proposées aux jeunes, en fait, qui permettent de découvrir la marine, à travers laquelle on est formé sur la vie militaire en général et formé sur le futur métier qu'on va exercer. Alors moi, j'ai pour vocation de travailler dans l'informatique, parce que c'est mon domaine de toujours. Donc j'ai pour objectif d'intégrer l'école des sciences, qui est une école militaire. Je serai formé à la formation informatique. Si j'avais des conseils à donner aux jeunes, s'ils ont envie d'aventure, c'est de voyager, ils n'ont pas peur d'apprendre, de la marine au centre de l'Université. Voilà, reprendre la mer avec Interentreprise est terminé pour aujourd'hui. Donnez-nous vos impressions, faites-nous vos suggestions sur reprendre la mer @interentreprise.com.
Au mois prochain.